Bonjour chers auditeurs, je suis Valérie Delande et je vous souhaite la bienvenue dans Happy Podcast, le podcast du bonheur rentable. Chaque mois, je vous présente un nouveau héros qui a capitalisé sur ses failles pour agir et concrétiser ses rêves d'humanité en osant montrer sa vulnérabilité. Je vais à la rencontre de ces entrepreneurs, leaders, artistes fêlés pour leur présenter un miroir, écouter leurs réactions et explorer leur histoire à l'aide de l'oracle du bonheur rentable. Cet échange donne lieu à 3 épisodes pour présenter leur capital identitaire, leur capital humanitaire et révéler leur comportement monétaire. Après Paul Barrette, j'ai le plaisir de recevoir Julien Perron, un entrepreneur lumineux qui nous parle de bonheur et d'éducation. Et pour ce premier épisode, je vous propose de découvrir ses fêlures et ses expériences de transformation. Eh bien, bonjour Julien. Bonjour Valérie. Donc, tu es réalisateur, producteur, auteur, conférencier, fondateur de l'écosystème C'est quoi le bonheur pour vous ? Et créateur d'innovation en éducation. Mais avant tout cela, tu es un enfant de Paris qui a grandi avenue Montaigne, dans une loge de gardien où 4 personnes partageaient une seule pièce. Tu dormais là où tes parents vivaient, tu jouais avec des enfants qui habitaient des appartements 10 fois plus grands, et chaque soir, tu te glissais dans tes draps en essayant de ne réveiller personne. Dès la primaire, une étiquette s'est posée sur toi. Dyslexique, dysorthographique. Les mots dansaient sur la page, les fautes s'accumulaient. Toi, tu regardais par la fenêtre, pas par distraction, mais par intuition. Dehors, la vie t'appelait. Tu imaginais une école différente, une école qui te comprendrait. 30 ans plus tard, tu l'as créée. Elle porte le nom que tu lui avais déjà donné, l'école de la vie. À l'époque, on voyait un élève dissipé qui faisait le pitre pour survivre. Ta mère t'emmenait voir des spécialistes qui ne savaient pas quoi faire de toi, alors tu as cultivé ta différence. Tu as fait de l'humour ton bouclier et du mouvement ta respiration. Très tôt, tu as compris quelque chose que la société ne t'enseignait pas. Ce n'est pas sur une chaise qu'on apprend, c'est en vivant. À 10 ans, le miracle se produit. Ta classe part un mois aux États-Unis. Ce voyage bouleverse tout. Tu découvres que c'est par l'expérience que tu apprends. Tu commences à percevoir ton monde intérieur, celui que personne ne t'avait appris à écouter. C'est ton premier déclic. Depuis, tu ne t'es jamais arrêté. Tu voyages, tu explores, tu fais du monde ton université. À 12 ans, ton frère t'initie au kung-fu. Pendant 14 ans, tu pratiques cet art martial. Tu y trouves ce que l'école ne t'a jamais donné, la confiance, le respect, la persévérance. En 1999, tu deviens champion de France. Cette victoire est la preuve vivante que tes différences ne t'empêchent pas de réussir. Le système scolaire, lui, te rattrape. Tu échoues 2 fois au bac. Ton directeur te convoque. Monsieur Perron, vous ne servirez à rien dans notre société. Cette prophétie aurait pu t'écraser. Elle t'a libéré. À 19 ans, tu découvres le monde du travail. Facteur, agent de sécurité, veilleur de nuit, barman, serveur. Tu explores, tu expérimentes. Chaque expérience est une leçon. Pendant ce temps, ta mère et toi êtes contraints de quitter votre loge, du jour au lendemain, sans domicile. Tu as 21 ans, c'est l'hiver, 6 mois à te débrouiller, 6 mois à développer une force que rien ne pourra entamer. À 23 ans, dans une chambre de bonne, tu crées ton entreprise. Il y a cette petite voix en toi, cette intuition qui te dit que c'est juste. Tu la suis. 16 ans après, tu as réalisé 2 films, écrit des livres, créé un festival qui rassemble des milliers de personnes, lancé un congrès international et touché des millions de vies. Ce que tu as compris avant l'heure, c'est que l'expérience vaut plus que le diplôme, que la vie enseigne mieux qu'aucun manuel, que l'intuition est un guide plus fiable que le conformisme. Tu as transformé ton approche pragmatique en vision et en action. Tu as fait de tes fêlures des fenêtres de lumière. Tu as créé des outils pour que d'autres puissent eux aussi cheminer vers eux-mêmes. Alors Julien, cette petite voix qui t'a toujours guidé et que tu as su apprivoiser, je vais te proposer de continuer à l'écouter avec l'oracle du bonheur rentable, en tirant les 4 cartes qui t'appellent, en te reliant à elles pour continuer à révéler ton identité, tes émotions qui se sont ancrées,
dans lesquels tu t'es forgé. Est-ce que ça te convient ? Merci pour cette introduction qui est très juste. Merci. C'est sympa d'écouter un peu le fil de son histoire de manière très synthétique. Et c'est très bien écrit. Merci. Et c'est juste. Oui, c'est juste. Oui. Tu ne t'es pas trompé. Je ne me suis pas trompée. Alors, j'ai certainement fait quelques omissions dans tout ce parcours. Oui, on a tous des vies très riches. Mais voilà, on va poursuivre avec 4 cartes qui te... Je te les donne ou je les garde ? Tu les gardes, on va les retourner. Je vais enlever le jeu et tu vas pouvoir nous dire ce que tu en penses. Je les retourne d'un coup ? Ouais, si tu veux, ça peut te guider. Donc, il y en a 4. Donc, il y a marqué complaisant, critique, assertif et méticuleux. Avec des illustrations, donc à la fois les mots, à la fois les illustrations. Tu peux nous dire s'il y a quelque chose qui te parle, qui se relie bien à toi. Ah, qui se relie bien à moi. Sur le miel, j'aime bien le miel. Donc, c'est la carte complaisant. Je me considère comme un épicurien, donc ça me fait penser à ça. Après, la carte critique avec des livres, oui, ça me parle beaucoup parce que en tant que dyslexique, ça a été quand même très compliqué, notamment l'écriture, la lecture. Évidemment. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à lire, à me forcer à lire, mais notamment aussi pour comprendre davantage les mécanismes de notre société et les mécanismes de l'être humain. En fait, si tu veux, moi je suis né dans une famille où on parle de connaissance de soi et de développement personnel depuis que je suis gamin. Et en ayant un profil neuroatypique, on nomme maintenant neuroatypique, donc je suis dyslexique, dysorthographique, HPE, HPI et hypersensible. La totale. En ayant ce côté un peu atypique, je pense que c'est lié. Très tôt, j'avais énormément de questions. Bon, j'ai beaucoup de curiosité aussi, je pense, mais j'avais vraiment beaucoup de questions sur la société, une fois de plus sur l'être humain. Mais ça allait très loin, même la cosmologie. Et donc ma mère n'avait pas vraiment les réponses, même si elle s'intéressait à tout ça, parce qu'elle faisait partie de ces personnes qui s'intéressaient justement à la connaissance de soi, au développement personnel, et elle était très en amont en fait de beaucoup de personnes à l'époque. Moi, je suis né en 78 pour se resituer dans le temps. Et donc, comme elle n'avait pas les réponses et qu'il fallait que je me force à lire, elle me disait, écoute, va à la bibliothèque François Mitterrand, parce que j'habitais Paris à l'époque, ou va à Virgin sur les Champs-Élysées, parce qu'il y avait le Virgin Megastore, trouve des bouquins qui te parlent, qui répondent à tes questions. Donc j'ai passé vraiment des journées entières assis dans les rayons, à Virgin par exemple, à lire des bouquins, ou à la bibliothèque François Mitterrand. C'est génial, parce que là on voit justement comment la motivation qui n'est pas de lire, qui est d'aller trouver des réponses à des questions, t'amène à lire. Complètement. Mais parce que vraiment, ça continue encore à l'heure d'aujourd'hui, mais maintenant, ma soif de curiosité est facilement... j'ai accès à l'information beaucoup plus simplement qu'à l'époque. Donc oui, ça m'a aidé vraiment à comprendre notre société, à comprendre les mécanismes, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je sentais très tôt qu'on voulait nous mettre sur des rails et je sentais très tôt qu'on voulait nous conditionner. Et c'est pas évident quand tu es jeune d'avoir ce regard, parce que quand tu en parles autour de toi, globalement, les gens ne font pas caisse de résonance. Même plutôt volontiers, ils vont se ficher de toi. Il n'y avait que vraiment avec ma mère que je pouvais avoir ce genre de discours, mais même elle, au bout d'un moment donné, elle lâchait prise, parce que j'allais un peu trop loin, je pense, dans mes idées. Et en fait, ça m'a quand même vachement rassuré. Parce que je me suis dit, déjà, je suis pas le seul quand même à penser comme ça. Je suis pas fou, en gros. Cette vision que j'ai du monde, de la société, de l'être humain, finalement, quelque part, c'est assez juste quand même, ce que je vois, ce que je perçois. Et puis après, de fil en aiguille, c'est plutôt les rencontres qui m'ont vraiment aussi beaucoup rassuré. Parce que, en fait, tu te sens seul. Alors maintenant, je trouve que cette nouvelle génération est très différente. Juste quand même pour le côté de faire un petit peu la différence, c'est que moi à l'époque à Virgin, dans les rayons, il y avait 10 livres peut-être, tu vois, en développement personnel ou en connaissance de soi. Moi, le premier bouquin qui m'a marqué à l'époque, c'est La prophétie des Andes, et ça m'a une fois de plus aussi vraiment rassuré. Donc oui, c'était tout un autre univers, et donc c'était assez facile de se sentir seul, parce que la masse qui est conditionnée, on est tous conditionnés, moi le premier, mais du coup, moi je me suis déconditionné très tôt. En fait, t'es pas du tout dans ce trip-là, donc
c'est pas évident. Il faut pas avoir de jugement pour les autres de capter en fait ton discours, sachant qu'eux, ils n'ont pas œuvré dans ce sens-là, où il n'y a pas eu de lecture, où il n'y a pas eu de discussion à la maison où on parle de ça. Bon, bah d'un coup, tu passes pour un extraterrestre et le mec est un petit peu bizarre. Totalement. Voilà, donc, Ce qui peut-être amène justement de Oui. l'assertivité, puisque tu as une autre carte qui est assertif. Oui. Alors, j'aimerais bien que tu me donnes la définition d'assertif. L'assertivité, c'est quand tu oses, en fait. Ok. Ah Quand oui. tu bah, donnes ouais, ça, c'est effectivement sûr. ton opinion, tu es assertif, tu ne te laisses pas emmener. Oui. justement. Ah bah très clairement. Ça, c'est quelque chose qui me caractérise. Ouais. Et qui a été d'ailleurs même un peu gênant, hein, parce que notamment, je pense en cours. Donc, comme tu as un mode de fonctionnement qui est différent au niveau de l'apprentissage, tu rentres pas dans le moule. Donc, moi, je faisais partie des enfants. Donc, je répète, hein, je suis né en 78. Donc, je jette la pierre à personne. Je pense que les professionnels n'étaient pas équipés, pas formés pour accompagner les neuroatypiques. Donc, j'étais le seul de la classe. Et moi, j'étais l'enfant, tu sais, qui était au fond de la classe, à côté du radiateur, à côté de la fenêtre, C'est ça. qui avait du mal, en fait, à capter. Enfin, en tout cas, les enseignants, les profs avaient du mal à capter mon attention parce que ma façon d'apprendre est très différente du système qui est proposé par l'éducation nationale. Donc, j'ai dû faire autrement. J'ai dû me débrouiller par moi-même. Et ce qui veut dire que j'ai développé, je pense, un côté très assertif, en réalité, ouais. Vraiment à être... à bousculer un petit peu les choses. C'est-à-dire que moi, j'allais voir les enseignants et je leur disais, OK, donc ça, c'est votre façon de faire. Pas un exemple en maths, par exemple. Moi, j'ai trouvé le même résultat, mais en faisant différemment. Ah ouais. Et en fait, ils me disaient, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, Julien. Et c'était ça quasiment dans tous les cours. Waouh. Donc quand tu as en face de toi donc un adulte et qui te dit non, mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, autrement dit, ce que tu fais, c'est faux, Ouais. alors que je leur montrais que j'avais exactement le même résultat, mais en passant par d'autres chemins, c'était hyper frustrant. Ouais. Hyper frustrant. Donc moi, j'expliquais ça quand je rentrais à la maison à ma mère. Donc ma mère, elle est plutôt dans le sens quand même du corps enseignant, même s'il disait, mais oui, effectivement, c'est juste. Je disais, mais bon, ils veulent que tu fasses comme ça, quoi. Et moi, je disais à ma mère, c'est pas possible. En fait, ils veulent me faire entrer dans un moule qui me correspond pas. Donc c'est plutôt à eux à s'adapter à ce que je suis, plutôt qu'à moi, en fait, d'essayer de m'adapter à un système qui me correspond pas. Et donc ça, c'était assez pénible. Et donc, c'est vrai qu'après, de fil en aiguille, ça a été un peu mon cheval de bataille, en fait, quelque part, quoi. C'est-à-dire que quand tu es neuroatypique, et je pense qu'on peut englober quand même beaucoup de neuroatypies, tu as un regard et une perception sur le monde, sur la vie, sur les gens, sur les événements, qui est complètement différent, en fait, de la majorité des gens. Exact. Et donc, tu es tout le temps un peu en train de... en tout cas, plus jeune, j'étais tout le temps en train d'essayer de convaincre, tu vois, de mettre beaucoup d'énergie pour essayer de convaincre les gens. Et puis finalement, j'ai compris, peut-être vers l'âge de la vingtaine, que c'était inutile. C'est ça l'assertivité. Je convainc, justement, je vous le démontre, quoi. J'y Voilà, vais, j'ai c'est pas ça. peur. Ouais, exactement. Mais je me suis rendu compte que c'était une perte de temps et d'énergie. Parce qu'on a tous des chemins qui sont différents. Et donc, du coup, les personnes avec qui je pouvais avoir ce genre de discours et de dialogue n'étaient pas prêts, en fait, à entendre ce que j'avais à dire. C'est venu beaucoup plus tard. Il y en a beaucoup, en fait, maintenant, qui me suivent dans mes activités, qui prennent conseil auprès de moi, qui lisent mes livres, trucs, etc. Mais à l'époque... ils n'étaient pas prêts à entendre mon discours. Donc c'est pour ça que je dis très souvent, il ne faut pas en vouloir, il ne faut pas jeter la pierre à qui que ce soit, parce qu'on a tous des chemins qui sont différents. Et l'éveil, on va dire, la prise de conscience, C'est ça. elle arrive à un moment donné dans ta vie, et peut-être même jamais pour certaines personnes, à et fait. c'est OK, en fait, c'est comme ça. Mais par contre, c'est vrai que très jeune, et heureusement, j'ai compris qu'il fallait arrêter de mettre du temps et de l'énergie là-dedans, parce que les gens n'étaient pas prêts. Tu comprends vite que c'est plutôt à toi de t'adapter à la société, en réalité. Et donc, ce que j'ai fait, c'est justement, j'ai compris, donc j'avais les cartes entre les mains, j'ai compris comment ça fonctionnait. Et donc, du coup, j'ai essayé de m'adapter, mais par contre, ça demande beaucoup d'énergie. C'est ça qui est compliqué pour les neuroatypiques, c'est que, en fait, on est obligé de compenser d'une certaine manière. Et c'est le fait de compenser qui nous prend énormément d'énergie. Et donc, comme j'ai compris ça aussi très tôt, je me suis dit, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je prenne soin de mon corps, il faut que je prenne soin de ma santé mentale, très clairement. Évidemment, je ne le disais pas avec ces mots, mais c'était comme ça que je le pensais de manière globale. Et comme je suis né dans une famille avec un père qui est marathonman, donc il a fait plus de 42 marathons, qui a eu une carrière professionnelle qui est liée à l'alimentation, puisqu'il était chef gérant de plein de restaurants. Magnifique. Une mère qui était donc autour de la connaissance de soi et du développement personnel. Grâce à eux, grâce à mes rencontres, aux lectures, j'ai vite compris qu'il fallait que j'ai une hygiène de vie en réalité. Donc l'alimentation est devenue importante, le sommeil, le sport, la nature, la relaxation. Et donc c'est implémenté dans ma vie au même titre que tu te brosses les dents. Tu as choisi la bonne famille. Oui, si on fait ce choix. Moi, je pense qu'effectivement, on choisit et que tu as choisi ça
pour justement emmener de la lumière dans le monde, là. Hein. Bah, c'est ce que me dit ma mère, oui. Ah ouais, Voilà, parce elle que me dit, là, ouais. tout y est depuis le début. Et aujourd'hui, de quoi on a besoin dans cette société? Bah, évidemment, ce sont des gens qui font ça depuis très longtemps, Bah comme oui, toi. c'est ce que je vois, oui, bien sûr. Et qui deviennent voilà, très inspirants, Ouais. très inspireurs et évidemment avec de l'action. C'est Oui, pour changer ce monde, pour ne plus s'adapter à lui, Ouais. mais le changer. Exactement, et le changer, mais pas de manière frontale. Évidemment. Tu vois, c'est pas un combat, je C'est mène ça. pas un combat, il n'y a Non, pas de non, lutte, non. je suis pas un gréviste ou quoi Ouais. que ce soit. Ouais. Je fais ça de manière très douce, et au contraire, en fait, j'ai vite compris aussi que c'était mieux de contourner les choses Ouais. plutôt que d'aller de manière frontale. Je parlais, dans un autre podcast, j'ai interviewé Nicolas Bourouk, j'en parlais tout à l'heure en antenne de Synergist. Lui, il parle du leadership from behind. Ok. Donc c'est une forme de leadership qui justement est là pour libérer les autres, pour mettre en place le cadre, les méthodes, les outils, etc., pour faire émerger en fait, Ouais. pas pour dire voilà comment il faut faire. Exactement. En fait, moi, je me considère très souvent comme un jardinier. J'ai l'impression, tu sais, de semer des graines autour de moi. C'est ça. Et l'idée, c'est pas de convaincre, c'est juste d'amener à réfléchir. Et après, chacun fait son parcours, et si ça lui parle, tant mieux, quoi. La dernière, c'était le méticuleux. Méticuleux, Est-ce que ouais. ça te parle, ça? Oui, alors j'ai un côté méticuleux. Alors notamment, c'est quelque chose qui m'a canalisé. Alors, bon, je ne veux pas englober tous les neuroatypies, mais je pense quand même qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver. Souvent, on a aussi un trop-plein d'énergie. Ouais. Et donc j'avais du mal à canaliser. Le Kung Fu m'a beaucoup aidé pour le canaliser, mais il y a autre chose que je faisais aussi qui me plaisait bien. Moi, je fais partie de la génération où on faisait des jeux de rôle. Donc des jeux de... Tu sais, on avait des fiches de personnages, on était entre potes, et puis tu avais ce qu'on appelle un master, donc un maître de jeu qui racontait une histoire. Tout à fait. En physique. En live, physique. Pas en ligne. Pas en ligne, comme ça se fait maintenant. Nous, on était à peu près entre 10 et 12 potes. On se retrouvait très souvent pour faire des jeux comme ça. Et c'était des très longues parties, hein, parce qu'on commençait vers 19h et puis on arrêtait vers 7-8h du mat. Donc c'était des grosses parties. On rigolait beaucoup, bien évidemment, c'était génial. Et donc dans cette thématique-là, on a des petites figurines qui illustrent le personnage qu'on va intégrer. Donc moi, par exemple, j'étais un mage ou un guerrier, et on avait des petites figurines en plomb qui imageaient le personnage. Et ces figurines, il faut les peindre pour que ce soit encore un peu plus sympa. Mais c'est des toutes petites figurines. J'ai du mal à te donner la taille. Enfin, je peux te la montrer comme ça, tu vois. Il faut que les gens c'est tout petit. Ça fait on va dire moins de 2 cm. Ouais. Et donc, pour les peindre, tu as des petites aiguilles fines, tu sais, comme pour coudre. Ouais. Et donc, tu avais des petits pots avec plein de couleurs. Et tu avais des... Patience. Exactement. Donc, je passais beaucoup de temps le soir dans cette petite pièce de 40 mètres carrés où on dormait tous, avec ma petite lampe de chevet pour essayer de déranger personne. Et donc, je peignais ces petites figurines avec une petite aiguille. Là, c'est canalisé. Ouais. Donc, pour le coup, il faut être méticuleux. Après, j'ai beaucoup dessiné aussi. Moi, je trouve que je me débrouillais bien. Je faisais les dessins de manga, parce que j'ai fait partie de cette culture aussi. On regardait Dragon Ball Z, etc. Et donc, moi, j'étais passionné et fan de Dragon Ball Z. Et donc, je dessinais aussi les personnages de Dragon Ball Z tranquillement avec ma lampe de chevet. Et là, c'est pareil, il faut être méticuleux, parce que les traits sont quand même très fins si tu veux bien faire les choses. Donc, j'ai ce côté-là. Après, dans ma vie de tous les jours, pas forcément, mais bon, en fait, si je me repère au regard des autres, les gens vont dire que je suis méticuleux et que je fais attention à beaucoup de choses et à beaucoup de détails. Moi, en fait, dans ma vie, j'ai pas forcément l'impression. Mais dans le regard des autres, il semblerait, quoi. Ce que je vois le plus, c'est que dans mon activité pro, je vais avoir plutôt besoin de personnes qui vont avoir ce souci du détail et du côté méticuleux, et moi, je vais être plutôt en amont. Tu vois. Alors qu'effectivement, ce qui est assez étonnant, c'est que pour les gens qui me connaissent, ils disent que j'ai un côté méticuleux. Moi, ma conviction pour en rencontrer beaucoup des fêlés, ma petite définition des fêlures, c'est qu'on est capable des deux. Okay. On est capable de cette vision stratosphérique, justement multidimensionnelle et visionnaire, et de plonger dans le détail. Okay. Et de naviguer en fait entre les deux. Oui, je pense. Mais en fait, c'est parce que moi, ça me semble important tu sais, au même titre que une personne qui va rentrer dans une entreprise et qui va connaître en fait tous les strates de l'entreprise, un peu tous les postes, et qui à un moment donné va être le directeur de l'entreprise. Moi, je miserais plus sur ce gars-là que le mec qui vient d'avoir son diplôme et qui va être directeur, parce que justement, tu vois, il a tout connu. C'est ça. Et moi, je sens que j'ai besoin de ça. Ouais. Donc, j'ai besoin en fait de tout connaître. Moi, je suis comme toi. Voilà.
Je suis comme toi. Donc le détail est important. C'est un trait que, en tout cas, moi j'ai pu remarquer dans justement une forme d'apprentissage. On a besoin, on est assez pragmatique, besoin d'apprentissage pour comprendre, avancer c'est ça. Et ne pas oublier. Et c'est pour ça que là, tu l'as commenté rapidement, mais le miel du compatissant. C'est aussi celui qui sait écouter et entendre et avoir de l'empathie, de la compassion. Clairement, ça me caractérise, bien sûr. Complètement. Donc, tu vois, c'est très large, en fait. Et tu vas puiser dans, justement, ces ressources-là en fonction de ta situation. Bien sûr, même beaucoup plus. Ça, c'est à peine représentatif, je pense, d'un être humain. Mais complètement. Aujourd'hui, en tout cas, puisque c'est un oracle et c'est quelque chose qui vit. Je reviens la semaine prochaine, tu vas certainement être dans autre chose. Là, aujourd'hui, c'est ce qui est venu pour compléter un peu ce portrait. Ouais, ok, c'est chouette. Super. On passe à la suite. Allez, bien sûr. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à le diffuser auprès de votre communauté. Et pour ne rater aucun épisode d'Happy Podcast, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée. Pour en savoir plus sur le bonheur rentable, rendez-vous sur Linktree Valérie Delande ou sur mon site érigé.com ou bien encore ma page LinkedIn à mon nom Valérie Delande. Et si vous faites partie de ceux et celles qui agissent pour transformer la société, rejoignez-nous dans la communauté de la constellation des fêlés.